Dans un pays comme le Gabon, qui aspire au respect de la personne humaine et de ses droits fondamentaux, la liberté doit toujours être le principe et la détention doit toujours demeurer l'exception, c'est-à-dire elle n'intervenir que lorsque toutes les autres solutions alternatives ont échoué ou se révèlent inadaptées. Dans ce dernier cas, nous ne sommes pas dans une configuration de politique pénale. Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo sont confrontés depuis leur incarcération à des problèmes sérieux de santé. Et les conditions de détention psychologique, morale et physique ne laissent présager aucune lueur d'espoir. Depuis plus d'1 an, l'instruction judiciaire ne connaît pas d'évolution. Et pour cause, le dossier est piloté par les pouvoirs publics. Je l'ai déjà dit lors d'une interview le 30 août dernier, 2024, où j'annonçais justement que ce n'est ni l'avocat, ni le juge qui pourra ordonner la liberté de Sylvia ou Noureddine, mais la politique. Vous comprenez donc pourquoi nous sommes tenus, nous n'avons pas le choix que de faire cette conférence de presse. En dépit des voies de recours exercées devant les juridictions nationales contre les violations manifestes des droits élémentaires de la défense, Madame Sylvia Bongo et son fils Noureddine sont maintenus de façon arbitraire en détention préventive. Je cite, « Interdiction des visites des membres de leur famille. Est-ce que c'est normal que lorsque vous êtes en prison, que vous ne puissiez pas rencontrer votre famille? Je l'ai déjà dit, il n'y a pas longtemps de cela. Le renouvellement de leur période de détention, c'est un véritable débat judiciaire. Est-ce que c'est normal qu'on puisse renouveler leur mandat de dépôt alors que rien ne bouge? L'isolement prolongé en détention préventive n'est pas non plus normal. L'absence de soins médicaux de mes clients n'est pas également normale. Madame Sylvia Bongo a 61 ans et si je ne m'abuse, elle est la plus âgée des prisonnières au Gabon aujourd'hui. Cette femme a besoin de voir un médecin, son médecin personnel, au moins une fois tous les 6 mois, mais rien n'est fait. Et si on ne le fait pas pour les autres, ce n'est pas non plus normal. Ces conditions ont été critiquées par plusieurs organisations internationales de défense des droits de l'homme comme contraires aux standards internationaux à un procès équitable. C'est d'ailleurs ce qui ressort du rapport des Nations Unies concernant les lieux de privation de liberté au Gabon, qui a été fait il y a quelques mois au Gabon. Il ne sera pas inutile de vous rappeler que le dossier pénal de nos clients est vide. Il n'est pas augmenté d'une plume d'indices ou de charges permettant de présumer directement leur participation aux faits retenus depuis leur arrestation. On le saurait. Il n'y a rien dans le dossier. On invente, on met des infractions qui ne tiennent à rien, qui ne s'appuient sur rien, juste pour habiller le dossier pénal. Mais il n'y a absolument rien. Mes clients sont incarcérés, séparés de leurs enfants et de leurs familles sur la base d'accusations colportées de toutes pièces. Et l'évolution de l'instruction judiciaire manque de visibilité. Lorsque vous avez des éléments dans un dossier pénal, le dossier avance, mais il n'y a rien. Devant l'impuissance involontaire du juge d'instruction et l'absence de preuves ou de charges suffisamment caractérisées, devant cette prise d'otage, nous demandons au pouvoir public de mettre fin à la privation de liberté de Sylvia Bongo, de Noureddine Bongo. Et en disant cela, je pense à Georges Damas Aleka, le père de notre hymne national, qui dit « Pourchassons à jamais l'injustice et la honte ». Parce que ce procès ou ce dossier est une vraie honte pour le Gabon. Je vous remercie. Les premiers actes des militaires ont consisté, d'une part,
à révoquer le président de la République, à révoquer le Premier ministre, tous les membres du gouvernement, à révoquer les présidents des chambres, à révoquer, à dissoudre toutes les institutions. Vous vous souvenez de l'incident concernant le Conseil constitutionnel. Dans un premier temps, révocation du Conseil constitutionnel. Ensuite, on réalise que c'est devant lui qu'il faut prêter serment, on le réhabilite. Après l'avoir réhabilité, on le révoque de nouveau et on en nomme un autre. En droit, ça veut dire qu'on fait la pluie et le beau temps. On peut tout se permettre. Et donc, lorsque ces personnes sont à l'origine de votre arrestation, ayant tous les pouvoirs, étant des demi-dieux, on va dire, ayant les pouvoirs dans le ciel et sur la terre, tels que nous venons de l'expliquer, vous ne pouvez pas vous attendre à un procès équitable en ce qui concerne nos clients. Donc, les conditions de la tenue d'un procès en ce qui concerne Madame Sylvia Bongo et Monsieur Noureddin Bongo, les conditions sont définitivement compromises. Il n'y aura jamais procès en ce qui les concerne. On pourra avoir un jugement, donc le prononcé d'une décision, mais il n'y aura jamais procès. Et ça, c'est à cause de ceux qui ont pris le pouvoir dans les conditions dans lesquelles ils l'ont pris. Ils n'auraient pas fait les choses de cette façon, il y aurait encore eu la possibilité de la tenue d'un procès. Mais là, il n'y a aucune possibilité de rattraper les choses. Quoi qu'il soit fait, qui peut penser qu'un individu capable de déposer le président de la République, de déposer le Premier ministre, les présidents des chambres parlementaires, de dissoudre toutes les institutions, qui peut penser qu'il y ait un magistrat au Gabon pour lui résister? Qui peut le penser? Et donc, il lui suffit de donner une instruction pour qu'une exécution soit faite selon sa volonté. Et dans ces circonstances, il n'est pas possible que nos clients aient accès à un procès juste et équitable. Parlons de cela. Il est nécessaire, s'adressant à l'opinion publique gabonaise, puisque nous avons rappelé d'emblée que nos clients ne sont pas au-dessus des lois. Nous ne réclamons pas l'impunité pour eux, mais autant ils ne sont pas au-dessus des lois, ils ne sont pas en dessous non plus. Et nous voulons que l'opinion publique puisse comprendre ce qui est en train de se passer au Gabon à l'instant T. D'abord, il faudrait éclipser le rideau de fumée qui vient rendre floue la lecture des événements qui se sont déroulés ici. Ce rideau de fumée, c'est la manipulation de masse qui a eu lieu, la manipulation de l'opinion. Lorsque vous avez des personnes agissant telles que je viens de le décrire, qui présentent à l'opinion publique des quantités d'argent, on dira malsaines, des quantités malsaines qu'on ne peut pas comprendre. Quand des personnes présentent des quantités d'argent de cette façon, il est logique que chacun des Gabonais, quelle que soit sa condition, soit choqué par les images que les gens ont vues. Et lorsque vous prenez ceux qui vivent avec moins d'$1 par jour, il était très choquant de voir ces images. Or, en matière de manipulation de l'opinion, il y a des techniques simples qui ont été conceptualisées, notamment la stratégie de choc. Ça consiste à choquer la pensée de l'individu pour le rendre incapable de penser. Dès lors qu'il a été choqué, il ne peut plus penser. Et ce qui s'est passé au matin du coup d'État, c'est qu'on a choqué l'opinion publique gabonaise avec les images et les Gabonais ont oublié qu'ils étaient allés voter la veille, qu'il y avait eu des élections dans le pays. Ils étaient allés voter la veille et ils se sont retrouvés avec un président qui n'était pas candidat aux élections. Mais ils n'ont plus été capables d'analyser les choses froidement. Et ça, en ce qui concerne nos clients, le choc a fait que, ayant associé nos clients à ces quantités d'argent, plus personne n'analyse froidement la situation de nos clients. Parce que l'on retient la quantité d'argent
Mais qui parmi les journalistes peut dire avec certitude d'où était venu cet argent? Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer que M. Noureddine Bongo a appelé son directeur de cabinet et lui a dit « Soulevons toutes les malles d'argent, étalons-les dans la cour et appelons la presse pour qu'elle vienne nous filmer tous les deux assis copieusement de l'autre côté ». Nul ne peut se l'imaginer, en tout cas pas un esprit qui a encore toute sa raison. Donc, il est certain aujourd'hui, et personne ne peut en douter, que ces images ont été prises à la pointe des fusils qui étaient en face de nos clients. Les journalistes ont été appelés pour prendre les images, mais les journalistes n'étaient pas présents lorsque les militaires sont arrivés sur les lieux. Aucun journaliste ne peut certifier de façon absolue que cet argent se trouvait dans cet endroit avant qu'il n'arrive. Personne ne connaît de façon certaine la provenance de ces sommes d'argent. Et personne n'imaginerait que M. Noureddine Bongo, fils de chef d'État, irait s'asseoir tout bonnement et volontairement devant des quantités d'argent, les deux bras entre les jambes, comme si tout le monde a vu dans ces images qu'il était comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Et d'ailleurs, ayant compris la machination, on entend quelques sons dans les images quand M. Noureddine Bongo dit à son directeur de cabinet « Tu réalises ce qui est en train de se passer, tu réalises ce qui nous arrive » parce qu'il sait qu'à cet instant, on est en train de les jeter en pâture. Il le sait à cet instant-là. Et si vous faites une rétrospective des événements à partir du choc subi par l'opinion publique gabonaise, les gens à ce moment ne sont plus en mesure de tenir compte de l'exactitude des faits, parce que les faits ici, que sont-ils? C'est qu'il y a un groupe de personnes armées au service de l'État et placé en mission de protéger les hautes personnalités de la République, retournent leurs armes contre les personnes qu'ils sont censés protéger. Et à ce moment, ils sont en rupture de ban avec la loi constitutionnelle, avec les lois de la République, avec les lois militaires, parce que les militaires agissent sur ordre et avec une mission. Telle n'était pas leur mission et ils n'avaient reçu l'ordre de personne. Donc ces personnes, à ce moment, sont des hors-la-loi. Avant la prestation de serment qui est intervenue par la suite et les compromis politiques que l'on a trouvés au Gabon, cela n'engage que le Gabon, mais nous parlons des faits intervenus avant la prestation de serment. Ce sont des hors-la-loi qui vont se saisir de la famille du président de la République. Donc d'abord, elles se saisissent des pouvoirs d'État et ensuite, le fait le plus grave, elles prennent des garanties humaines. Sachant que le coup d'État pouvait ne pas réussir, il fallait se protéger. Et pour cela, on prend le chef de l'État en captivité, on prend les membres de la famille du chef de l'État en captivité et il s'agit d'une prise d'otage parce que vous verrez ce qui se passe aujourd'hui avec les Palestiniens, le Hamas. Les otages sont gardés dans des lieux tenus secrets et ils sont séparés. C'est ce qui est arrivé à M. Noureddine Bongo et à sa mère. Ils ont été gardés dans des lieux tenus secrets et séparés. Ils n'ont été présentés à la justice que lorsqu'on a eu la certitude que le coup d'État avait réussi. Et la justice qui ne les recherchait pas les accepte alors qu'ils n'étaient pas recherchés. Et lorsque vous tenez compte de l'ensemble de ces éléments, nous sommes là face à... On a réuni les critères du blanchiment judiciaire d'un crime d'enlèvement et de séquestration de personnes. Je répète, c'est un conseil d'un aîné, un avocat qui était pendant plus de 20 ans aux côtés du feu président
Omar Bongo, j'étais son avocat pendant plus de 20 ans. Je sais ce que c'est que la politique, les intrigues. Aujourd'hui, on a oublié la mémoire d'Omar Bongo. Non, je viens, permettez, je parle. Je sais pourquoi, c'est pour vous répondre. Parce que je sais où vous voulez en venir. Vous nous posez des questions, laissez-nous répondre. Si vous êtes fatigué, vous prenez la porte. Mais nous vous avons invité pour nous écouter, pour nous poser des questions. Je suis direct, excusez-moi. C'est pour éclairer tout un chacun. Aujourd'hui, cela vous fait-il plaisir de voir nos clients, Madame, on l'appelait Madame la présidente de la République, on la première dame, aujourd'hui vous ne l'appelez plus ainsi. Cela peut arriver à ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. C'est pourquoi j'en parle. Il n'y a jamais eu de nouveau sous le soleil. Vous êtes journaliste, à tout bout de champ, on vous appelle, vous venez. Eux aussi, ce soir, ils peuvent vous appeler. Quand ils vont arrêter Maître Mumbembe, ils vont vous appeler, je serai là-bas à la maison d'arrêt, vous iriez les écouter, sans me défendre. Parce que c'est comme cela. Hein? C'est comme cela, la vie est ainsi. Mais aujourd'hui, si nous prenons la parole, tout est philosophique, hein? Et tout est philosophie. Et tout est culture. Je veux tout simplement dire un coup de gueule. Permettez-moi, moi l'avocat de Madame Sylvia Bongo, moi l'avocat de Noureddine, ils ne sont pas là pour parler. Mais moi, je ne suis que le représentant. Trouvez-vous normal? Trouvez-vous normal que depuis que notre consoeur nous a associés dans ce combat, trouvez-vous normal que notre défense soit limitée? Trouvez-vous normal? C'est pourquoi je vous appelle pour vous expliquer tout cela. Nous vous avons appelé. Trouvez-vous normal? Aujourd'hui, c'est eux. Vous êtes là, même dans le droit commun. Trouvez-vous normal que moi, votre avocat, je ne puisse pas venir vous rendre visite à la maison d'arrêt, discuter avec vous? Parce que l'avocat, même s'il est roi au prétoire, mais il dépend de son client. C'est pourquoi, si vous acceptez ce qui se passe actuellement, demain, ne vous plaignez point. Ça sera vous, Yves Ngoma, qui m'interpelle. Je serai là pour vous défendre à ma façon. Ce que nous demandons aujourd'hui, nous l'avions promis. Il y a quand même des efforts, parce que ce que nous avons fait hier, nous nous sommes plaints. Il faut reconnaître que les pouvoirs publics posent des petits actes. Posent des petits actes, pas par rapport aux avocats, mais quand même la famille, quelques-uns, choisis dans la famille pour aller rendre visite aux deux. Choisis. Pas tous, 2 ou 3, 4. Pour aller voir, pas Ali. Le président Ali. Oh, en fait, il vient de me corriger. Il part voir le président Ali. La question qui se pose, qu'on nous dise la vérité, vous devez vous intéresser à tout cela. Est-ce pour dire que le président Ali Bongo Ondimba est détenu? Qu'on nous le dise. Est-ce que le président Ali Bongo Ondimba est-il dans une résidence
en résidence plutôt, en résidence surveillée. Qu'on nous le dise. Pourquoi nous, avocats, c'est pourquoi nous vous avons appelé, pourquoi nous, avocats, de qui que ce soit, nous devons d'abord attendre l'autorisation de je ne sais pas qui vient à pas de chat, qui n'arrive pas encore. Est-ce que c'est comme cela que nous travaillons, nous, avocats? C'est le juge d'instruction, si seulement si Ali est détenu, qui peut nous autoriser. Mais à ma connaissance, Ali Bongo Ndimba n'est pas détenu, à ma connaissance. Donc on nous laisse aller le voir à tout bout de champ, chez lui, pas à la maison d'arrêt, dans sa résidence. Je peux aller le voir le matin à 7 h le lundi, je sors là-bas à 18 h, 19 h, et demain je peux aller, après-demain. Surtout que Ali Bongo est mon frère, mais je ne le défends pas en tant que frère, mais je le défends en tant que président de la République, même s'il n'est plus président en exercice. Il faut faire la différence, parce que vous allez dire, Maître Moumba a dit que Ali est président de la République. Oui, il garde son titre de président de la République, mais c'est plus le président de la République en exercice. Je crois que je vous ai éclairé. Je vous ai éclairé. Si nous vous appelons souvent, c'est pour que vous nous aidiez. Vous les journalistes, la presse, c'est un quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir. Soyez-en fiers. Ne vous en faites pas. Tout le monde a peur de vous. C'est parce que vous ne voulez pas valoriser, revaloriser votre identité. Vous êtes une force. Je vous remercie. Mais attendons l'instruction qui est en cours. Vous verrez, vous serez très, très surpris. Vous verrez qu'on a fait une fausse querelle à ces gens. Ça, je vous le dis. Donc, faisons attention au jugement des réseaux, des tribunaux, des réseaux sociaux. Tout à l'heure, on parlait d'avocat. Un client qui est en prison et qui n'arrive pas à communiquer avec son avocat, ce client ne croit pas en la justice. En fait, il se prend pour une proie qui se trouve en face d'un prédateur appelé l'accusation. Nos clients, s'il vous plaît, n'arrivent pas à communiquer avec leurs avocats. Les liens, il y a un lien mystico-affectif entre l'avocat et le client. Vous verrez que lorsque vous êtes en prison, vos meilleurs amis ne vous fréquentent plus. Vos meilleurs amis sont même les parents. Mais vous savez, le seul ami qui vous reste, c'est l'avocat. Je suis sidéré. Oh là là, oh. Vraiment, l'ingratitude et le tombeau de la race humaine. Lorsque les gens passent leur temps à nous insulter, de chercher d'argent, vous savez, l'avocat, c'est le dernier parent qui reste à un condamné à mort. On nous taxe de chercher de l'argent. Est-ce que vous savez que les trois quarts des gens qui sont jugés à la cour criminelle sont défendus gratuitement par les avocats? Vous le savez. Les trois quarts des criminels qui sont jugés à la cour criminelle et qui sont jugés sont défendus gratuitement par les avocats. Il y a des commissions d'office. Vous savez que les trois quarts, sinon la majorité, la globalité, des gens qui sont jugés en matière sociale
sur le terrain social, le licenciement. Lorsque l'on licencie les gens, on reçoit, l'avocat reçoit dans son cabinet quelqu'un qui est licencié. Il vous dit, oh mais j'ai été licencié abusivement. Je sollicite votre assistance. Mais cet homme est impécunieux. Il n'a rien, il n'a aucun radis. Mais au nom de l'humanité, au nom de la solidarité sociale, l'avocat va dire, bon écoutez, c'est pas grave, je vous défends gratuitement.